Parole à Pierre Urmic, maire de Bordeaux, qui nous fait le plaisir d'être là pour commencer ce forum et cette réflexion partagée. Merci Brigitte, je tiens à vous dire que je suis heureux de vous accueillir, surtout vous souhaiter la bienvenue à cet événement de lancement du premier forum participatif. Forum participatif sur le tourisme durable, donc organisé par Bordeaux Métropole. Et ce forum, comme son nom l'indique, se doit d'être participatif. Et d'ailleurs, Bordeaux est une des premières destinations à mettre en place une telle démarche. Les habitants, les élus, les associations, les professionnels et les représentants d'institutions sont en effet associés à cette démarche pour co-construire une stratégie qui est censée emporter l'adhésion de tous. Et ces travaux, sachez-le, trouveront naturellement leur place dans notre feuille de route municipale. Nous pourrons ainsi porter ensemble le message d'une destination à impact social, écologique et économique positif pour le territoire et ses habitants, qu'ils soient d'ailleurs permanents ou simplement de passage. Je tiens à remercier tout particulièrement Brigitte Bloch, vice-présidente de Bordeaux Métropole, conseillère municipale de Bordeaux et présidente de l'Office du tourisme, des efforts qu'elle fait pour mettre tout son engagement, toute son expertise, toute son énergie au service de la ville de Bordeaux comme au service de la métropole. Mais mes remerciements vont aussi en direction de ses équipes, en direction d'Olivier Osseli, qui est directeur de l'Office du tourisme et des congrès, de Laurent Debar, directeur de la mission tourisme de Bordeaux Métropole, et de Josie Benici Oviedo, qui est chef de tourisme durable à l'Office de tourisme de Bordeaux. La transition écologique du tourisme, comment peut-on l'envisager? Je crois que ce forum trouve vraiment toute sa place autour de cet objectif, parce qu'il est d'autant plus important que ces derniers mois de crise sanitaire ont accéléré l'évolution de la demande touristique dans le sens de la transition écologique. D'ailleurs, je citerai un sondage IFOP, publié le mois dernier, et qui indiquait que 40% des Français interrogés se déclarent prêts à payer plus cher pour voyager de manière éco-responsable. Chiffre parlant, 40%, c'est presque la moitié. Et en plus, pour 82% d'entre eux, l'engagement éco-responsable de professionnels du tourisme représente un facteur de confiance supplémentaire. Bon. Nous pouvons observer d'ailleurs plusieurs tendances qui le confirment ou qui le manifestent. Je citerai un appétit nouveau pour les activités à l'extérieur, soit les balades à vélo, running, les randonnées, les micro-aventures notamment, mais je citerai aussi la tendance au tourisme de proximité, c'est-à-dire une curiosité pour la richesse de notre patrimoine local, les expériences de l'auto-tourisme, les balades. On peut également ajouter le vélo et les mobilités douces qui ont le vent en poupe, sur lesquelles, vous savez, notre métropole est particulièrement mobilisée. Les professionnels aussi demandent des événements responsables, comme vous le voyez de plus en plus d'ailleurs sur les cahiers des charges. C'est sûr, parce que c'est un phénomène qui ne va faire que s'accentuer, chacun veut redonner du sens à sa consommation et naturellement aussi à sa consommation touristique, si vous me permettez cette expression-là. Et nous devons être en capacité de concevoir ensemble le tourisme de demain et de mettre en œuvre des actions ambitions nous permettant de faire vraiment de Bordeaux une destination soutenable, reconnue et attractive. C'est en tout cas l'ambition que nous portons avec Brigitte Bloch, et cette ambition
nous souhaitons vraiment la partager avec vous, avec enthousiasme et détermination. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le maire. Donc, je pense qu'il revient à moi ensuite de prendre la parole pour vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel nous avons décidé de lancer cette démarche. Alors, bien sûr, le maire a déjà placé le cadre qui est une partie de ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Parce qu'en fin de compte, j'ai fait la proposition au conseil d'administration il y a maintenant quelques semaines de lancer ce travail aujourd'hui de la démarche touristique événementielle durable. Alors, bien sûr, Bordeaux avait entamé une réflexion. Vous êtes nombreux à avoir déjà participé aux actions. Excusez-moi, je vais juste modifier un tout petit peu. Voilà, excusez-moi, parce qu'avec la technique, ce n'est pas toujours facile d'être sur tous les écrans et de voir tout le monde en même temps. Voilà, donc je reprends ce que j'étais en train de vous dire. Bordeaux avait déjà lancé un certain nombre de démarches dont vous aviez entendu parler pour certains d'entre vous, autour de la destination internationale responsable. Il y avait un premier travail qui avait été fait avec les professionnels du tourisme autour de la labellisation. Et la volonté que j'ai eue et que j'ai proposée au conseil d'administration, c'est d'essayer de remettre l'ensemble de cette démarche dans une dynamique globale et de se dire, voilà, comment on peut faire de notre transformation un élément d'attractivité. Alors, comme le disait le maire tout à l'heure, ça s'est placé dans un contexte particulier, parce que c'est vrai que la crise a accéléré des processus qui étaient déjà en cours. D'une part, la volonté de donner du sens à ces vacances. Alors, on parlait il y a quelques années d'expérientiel, ça a été le début de la manière dont on a parlé des vacances différentes. Et puis, progressivement, on s'est dit que les gens étaient à la recherche de sens, qu'ils avaient envie que leurs vacances contribuent aussi au bien-être des habitants, à une forme de découverte différente du territoire. Dans ce contexte, donc d'un côté, une évolution de la demande, mais aussi une évolution de l'offre, puisqu'on s'est rendu compte que aussi beaucoup de professionnels avaient envie de s'investir dans une démarche différente, dans une autre manière de concevoir leur activité. Et c'est vrai qu'avec la crise du Covid, les choses, elles se sont un petit peu accélérées, à la fois dans la prise de conscience et dans la volonté de faire autrement. Alors d'abord, elles se sont accélérées et ralenties, puisqu'on a commencé par être empêchés de voyager. Et du coup, quand on a à nouveau pu partir cet été, eh bien, on s'est mis dans la situation de partir dans la proximité, de regarder en fin de compte si on ne pouvait pas aussi vivre des aventures intéressantes à côté de chez soi. Et du coup, la question se pose aujourd'hui pour la ville, et je pense que ça va être une partie de nos débats pendant tout le temps que nous passerons ensemble ce matin, mais aussi dans nos prochaines réunions de travail, c'est comment réinventer le tourisme urbain, c'est-à-dire comment redonner goût à la ville et comment montrer que la ville, c'est un territoire aussi de grande diversité, où il y a une attractivité touristique forte, bien sûr, des monuments, des musées, des lieux de visite, mais aussi des lieux de nature, des manières de rencontrer les habitants, de visiter le territoire différemment. Aussi, au niveau du tourisme d'affaires, qui est quand même essentiel pour l'économie touristique, eh bien, on a pris des habitudes. Regardez, aujourd'hui, on fait un forum. Qui aurait imaginé, il y a encore quelques temps, qu'on puisse faire un forum tous ensemble, mais tous derrière nos écrans. Donc, ça veut dire qu'on a pris des habitudes de travail ensemble de nature différente. Alors, à la fois, il y a quelque chose de très positif quand on discute avec les professionnels du tourisme d'affaires, c'est qu'ils sont questionnés sur la reprise parce que les gens ont envie de se revoir. Voilà. Donc, le fait qu'on ait développer notre capacité à faire des réunions en ligne, ça ne nous empêche pas d'avoir envie de nous revoir et surtout d'avoir des moments de convivialité. Et je trouve et je pense, et ce que disaient d'ailleurs plusieurs de nos collègues, c'est que la demande, elle est forte. On veut bien recommencer à faire des réunions ensemble à condition qu'on ait le moment de convivialité. Et on se rend compte que c'est vrai ce qui nous manque. Regardez, on ne s'est pas vu depuis longtemps. Ce matin, on n'a pas pu boire le café ensemble.
on aurait bien aimé le boire parce qu'on aurait échangé, on se serait demandé des nouvelles, on aurait échangé aussi sur la situation de nos activités, de nos entreprises, sur la manière dont on voyait la saison. Et bien là, on est dans une autre forme de travail. Et alors, on commence à l'heure, vous avez vu, à 9h pile. Avant, on n'aurait jamais commencé avant 9h15, 9h20. Et encore, ça, c'est de manière optimiste. Voilà, donc on commence à l'heure, on ne se parle pas d'autre chose. Et en fin de compte, le tourisme d'affaires, mais ça manque aussi. Enfin, cette partie-là de rencontre, bien sûr, elle est essentielle et elle manque. Mais le tourisme d'affaires, il va aussi se réinventer parce qu'il y a des choses qu'on fera en présentiel, des choses qu'on fera en distanciel, des choses qu'on fera ensemble. Voilà. Et donc, dans ce contexte-là d'une évolution de la demande, de ces habitudes différentes qu'on a prises, d'une recherche de sens, vous voyez, je pense que vous écoutez comme moi les informations le matin ou peut-être pas à un autre moment de la journée. Notez, si vous ne les écoutez pas, je comprends aussi, parce qu'il y a des jours où on a aussi envie d'arrêter de les écouter parce qu'on entend beaucoup de nouvelles qu'on n'aurait pas envie d'entendre. Quoi qu'il en soit, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que les gens se sont rués dès que ça a été possible vers des réservations à la campagne. Voilà. Ben moi, j'ai aussi envie qu'ils aient envie de revenir en ville et qu'ils aient envie de revenir profiter de l'offre riche et diverse qu'on peut proposer en ville parce que justement, on a cette diversité du territoire et cette volonté et cette possibilité aussi de faire différemment. Voilà, donc je voudrais remercier aussi, avant de conclure cette introduction brève, je voudrais vous remercier d'abord d'être là, parce que justement, c'est important pour nous qu'il y ait une participation large. Alors, c'est bien parce qu'il y a des élus, on a des élus des communes, on a invité l'ensemble des communes de la métropole parce que ça nous semblait important d'être bien dans cette dimension métropolitaine. Vous voyez, quand on parle aussi de développer quelque chose comme des micro-aventures, eh bien la micro-aventure, elle suppose aussi qu'on valorise l'ensemble du territoire de la métropole. Donc, on a des élus de l'ensemble de la métropole, on a des professionnels de l'ensemble de la métropole, en plus de métiers extrêmement divers les uns des autres, et puis on a aussi des citoyens. Et je les remercie parce qu'on a eu une petite réunion préparatoire avec certains d'entre eux et ils disaient bah oui, mais j'y connais rien au tourisme. Et justement, c'est ça qui nous plaît, c'est d'avoir des gens qui peuvent contribuer et qui ne sont pas des professionnels du métier, qui vont, j'en suis certaine, nous apporter aussi l'air frais de leur vision. On a même proposé à certains de nos lecteurs, via un air de Bordeaux, de se joindre à nous dans cette réflexion. Et on a donc des habitants qui ne sont engagés, j'allais dire que, mais c'est déjà très bien, dans le suivi des activités de la métropole qu'on propose. Donc, je pense que cette alchimie peut être intéressante pour nos groupes de travail et je vous remercie tous d'avoir pris le temps d'y participer. Je voudrais remercier aussi l'équipe de l'Office de tourisme parce que c'est un vrai challenge aussi pour cette équipe et je remercie Olivier Ocelli qui s'est vraiment emparé du sujet et qui est très bien épaulé par Julie que vous connaissez, Julie Benesti-Oviedo, que vous connaissez certainement pour beaucoup d'entre vous et qui nous permettent de mener à bien cette réflexion et qui seront vraiment les chevilles ouvrières du dispositif que nous allons mettre en place puisque notre objectif est de faire un travail complet, un travail concret qui nous permettra de bien définir cette stratégie partagée parce que c'est bien ça l'idée, construire ensemble une stratégie partagée dans laquelle nous puissions nous reconnaître et qui nous permettra de faire de notre destination une destination touristique, attractive, reconnue, équilibrée, parce qu'on est convaincu que ce qui peut faire notre succès, c'est que cette nouvelle vision de la ville, eh bien, elle sera attractive pour les clients, mais elle sera bénéfique pour tout le monde, bénéfique pour votre activité économique, aussi bénéfique pour les habitants. On est convaincu que c'est aussi ce qu'on fait pour les habitants qui intéresse les touristes. Donc tout ça, ça peut nous permettre de faire une alchimie extrêmement constructive pour notre destination à l'avenir. Voilà, merci encore d'être là. Et puis, je repasse la parole à Olivier, je pense. Merci beaucoup, Brigitte, pour cette introduction. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être connectés. Vous êtes plus d'une centaine en ligne. On est vraiment ravis de vous avoir. Je tiens aussi donc à remercier et à vous présenter l'équipe de l'Open Tourism Lab, qui est l'agence qui va nous aider pour cette co-construction de cette stratégie sur le tourisme durable. C'est une agence spécialisée dans l'innovation touristique et je remercie particulièrement Julie Bertha
Caroline Leroy et Benjamin Servet. Vous allez les connaître pour certains, puisque vous allez aller ensuite, on va aller en atelier pour avoir vos premiers feedbacks sur cette stratégie à venir. Vous serez bien entendu orienté. On va vous expliquer tout cela, mais je tenais en préambule à remercier cette agence qui va nous accompagner aussi pour la retranscription qui nous semble très importante. Il y aura un site web dédié et on souhaite une très grande transparence dans tous les échanges qui vont se passer aujourd'hui pour que véritablement tout l'écosystème touristique et même l'écosystème de la ville, de la métropole soit informé de ce travail. Voilà. Nous allons débuter ce premier forum par une conférence inspirante. C'est toujours intéressant, il nous semble, de prendre un peu de hauteur en préambule. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir Prosper Wanner avec nous, qui est un sociologue spécialiste, chercheur dans le tourisme. Et donc, ça nous semblait intéressant d'avoir on va dire une mini-conférence, puisqu'elle va durer une petite vingtaine de minutes, mais d'avoir un peu un point de vue externe avec un peu de hauteur pour débuter ce premier forum. Voilà, merci à tous et à toutes. Et je laisse la parole à Prosper Wanner. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Très bien, bienvenue. Oui, je voulais remercier Monsieur le maire et l'Office du tourisme pour l'invitation et pour l'invitation à partager à la fois les travaux de recherche et les expérimentations dans lesquelles je suis engagé, et pour essayer en 20 minutes d'être inspirant et peut-être d'ouvrir des imaginaires sur les futurs du voyage et du tourisme. Je vais déjà parler des champs dans lesquels moi je suis impliqué à la fois à faire un travail d'observation, mais aussi à développer des activités. Ça fait 11 ans que je suis gérant dans les quartiers nord de Marseille d'une coopérative d'habitants qui s'appelle Hôtel du Nord, donc qui regroupe des hébergeurs individuels, chambres d'hôtes, des gîtes, des guides urbains, des gens qui font des balades patrimoniales, des producteurs locaux et des écrivains d'ouvrages qui essayent de promouvoir l'hospitalité. Donc, on est bien dans un milieu urbain, mais on va dire dans les quartiers nord de Marseille. Un autre terrain d'observation dans lequel j'ai travaillé pendant longtemps, c'est la ville de Venise. On pourrait dire qu'on est là dans un milieu urbain, mais là dans de l'hypertourisme, où j'ai pu être engagé déjà en tant que résident, mais aussi auprès de la ville et puis auprès de la société civile sur ces questions de droit à la ville et questions de développement touristique. Et après, au niveau national, au niveau des oiseaux de passage, qui est une structure qui est basée en Nouvelle-Aquitaine et qui est une plateforme de voyage d'un côté, qui permet donc à des communautés d'hospitalité de partager à la fois des offres d'hospitalité et des récits. Il y a 70 communautés sur cette plateforme. Donc, ça peut être des parcs régionaux, ça peut être, comme nous, des coopératives d'habitants à Marseille, ça peut être des collectifs d'accueil paysans. Il y en a d'ailleurs une communauté à Bordeaux, je pense que l'alternative urbaine est présente, qui est en train de développer cette communauté sur Bordeaux. Et cette coopérative plateforme a une activité donc, de développement de plateforme et une activité de recherche. Et c'est dans ce cadre-là que je mène ma thèse en anthropologie depuis 4 ans sur ces questions. Et le dernier réseau, c'est un réseau d'observation, on va dire, à l'échelle européenne, puisque depuis plusieurs années, je travaille avec le Conseil de l'Europe sur l'animation d'un réseau qui travaille sur le Conseil de l'Europe. C'est donc question de droits humains, état de droit et démocratie, mais qui travaille sur la valeur du patrimoine culturel pour la société et comment le patrimoine culturel peut être une ressource pour l'éducation, pour le développement local, pour le dialogue interculturel, etc., la promotion des droits humains. Et il y a une trentaine d'initiatives, autant publiques que privées, dans ce réseau. Et la moitié, on va faire avec le tourisme. Alors, soit parce qu'elles développent de l'activité touristique pour promouvoir les droits humains, la démocratie, soit parce qu'elles sont confrontées à des problèmes. Et je pense que c'est aussi un des sujets de surfréquentation touristique, de gentrification, et qu'elles essayent de voir comment on peut aborder ces questions touristiques. Donc ça, c'est les champs d'observation sur lesquels je suis. Ce que j'observe en particulier, et ce sur quoi je vais revenir, c'est la question des dispositifs touristiques, c'est-à-dire très concrètement, le tourisme, ça parle de beaucoup de choses. J'ai recensé une 60aine de façons dont on mettait tourisme durable, le tourisme local, le tourisme œnologique. Ce qui m'intéresse, moi, particulièrement, c'est la question du dispositif touristique. Ça veut dire qu'est-ce que depuis un peu plus d'un siècle, le tourisme crée en termes de normes, de règles, de fiscalité, d'algorithmes. Ça veut dire quand on est voyageur ou qu'on est quelqu'un qui pratique le tourisme, on se retrouve confronté à des plateformes numériques, on se retrouve confronté à des législations, à des règles, à des pratiques. Et c'est donc ça, ce dispositif qui m'intéresse, et qu'est-ce qu'il produit notamment en termes dans le temps, qu'est-ce qu'il a produit, comment il a été performant, alors autant de façon positive aussi que de façon des effets négatifs. Donc, c'est ça que j'observe.
Et c'est un peu sur ça que je vais revenir, sur 3 éléments qui étaient à la fois les questions globales, singuliers et équilibrées. Donc d'abord sur tourisme global, cette question, on l'a abordée, il y a l'approche globale, depuis 6 mois en fait, on est en dialogue avec les institutions européennes. Alors quand je dis on, là c'est un réseau d'une 60aine d'agences de voyage, plutôt du tourisme social et tourisme durable, dans le cadre des plans de relance qui se jouent à l'échelle européenne et où le tourisme est un des sujets de discussion, et notamment le tourisme durable. Il y a un rapport qui a été remis par le Parlement européen il n'y a pas longtemps sur le tourisme durable au mois de mars. Et donc, on a commencé un dialogue avec les institutions européennes, et notamment, il y a 15 jours, on avait un rendez-vous avec à la fois des parlementaires et des fonctionnaires européens sur cette question que nos pratiques, alors quand je dis nos pratiques de tourisme durable, de tourisme social, étaient peu présentes dans les plans de relance, à la fois dans les indicateurs, donc dans les statistiques, à la fois dans les panels de discussion et à la fois dans les propositions. Et ce qui faisait que le plan de relance, souvent, il n'y avait pas une approche globale, dans le sens, elle n'était pas globale, les propositions étaient beaucoup centrées sur la compensation carbone, par exemple. Donc voilà, on peut voyager comme avant, mais on dépense quelques centimes pour de la compensation carbone. Et quand on veut en faire sérieusement, pour l'avoir testé, ça ne coûte pas quelques centimes, mais plusieurs dizaines d'euros. Et puis, il y a un rapport qui est sorti de l'ADEME il n'y a pas très longtemps qui dit que ce n'est pas non plus suffisant et qu'il faut mieux parler de contribution carbone. Donc, ne pas centrer le dialogue sur ces questions de compensation carbone, ne pas centrer non plus sur la critique du tourisme de masse. Il y a quand même maintenant un espèce d'accord collectif de critique du tourisme de masse. Et quand on parle du tourisme de masse, on parle quand même du tourisme des personnes les moins aisées qui peuvent voyager, donc qui voyagent en groupe, qui se déplacent en groupe. Et pour nous, il y a un risque derrière là, de montée en gamme du tourisme, c'est-à-dire que le tourisme durable qu'on annonce devienne un tourisme encore plus pour une élite. La ville de Venise veut faire payer entre 3 et 10 euros l'entrée de la ville. Derrière, en fait, elle va essayer de filtrer pour avoir plutôt des gens qui vont avoir des moyens de dépenses plus importants et que ceux qui ont des paniers de dépenses moins importants ne rentrent pas. Donc là, et le tourisme est déjà, il faut aussi avoir conscience que c'est déjà, c'est déjà réservé à une élite. Dans le monde, quand l'OMT annonce en 2019 1,5 milliard de touristes, en vérité, c'est 1,5 milliard de voyages. Et on est plutôt autour du loisir de 250 millions de personnes. Donc, on est à 5 à 10% des gens qui pratiquent ce type de voyage. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve dans le nombre de gens qui prennent l'avion dans le monde. C'est entre 5 et 10%. Et les gens qui prennent plusieurs fois l'avion dans le monde, là, on s'approche plutôt des 1-2%. Donc, on voit que c'est déjà, voilà, c'est quelque chose, le tourisme, ce n'est pas encore pour tous. Et même en France, où il y a une politique assez forte du tourisme pour tous. Depuis les années 80, on stagne autour de 40% de personnes qui ne partent pas en vacances et donc qui ne partent pas en voyage. Et c'est même un chiffre qui, les dernières années, a eu tendance à augmenter avec la montée en gamme du tourisme, même du tourisme social. Et en fait, le troisième, c'était aussi ce tourisme sans avion. Il y avait pour nous voilà, cette idée de ne se centrer justement que sur ceux qui voyagent en avion. Aujourd'hui, la majorité des Français voyagent dans le non marchand et sans avion. Donc voilà, c'est aussi… Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour nous global, ne pas se centrer sur ces 3 points? C'est avoir une approche de toute la filière du tourisme, depuis les mobilités, mais aussi les mobilités locales, l'alimentation, les activités. Donc de ne pas séparer ce qui compose la filière en termes de retombées et non plus de ne pas séparer les questions sociales, écologiques, économiques, d'avoir une approche qui soit sur tous ces éléments-là, puisqu'aujourd'hui, et je le dis nous dans nos réseaux, quand on va parler de vacances pour tous, on va être au sein du réseau de l'UNAT. Quand on va parler de tourisme durable, on va être au sein des acteurs du tourisme durable. Quand on va parler de retombées locales, on va être au sein de la thèse du tourisme social. Et quand on va parler d'emploi et de retombées économiques, on va être plutôt dans les CRT, les offices du tourisme. Donc chacun a une approche, on va dire, qui est assez segmentée, alors qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il faut aborder ces questions dans leur ensemble, donc en termes de filière et en termes aussi d'enjeux. Voilà, notamment, par exemple, comment on pose la question d'un tourisme durable pour tous, voilà, pour ne pas justement être dans une logique de montée en gamme. Donc ça, c'est sur voilà, une approche globale. Deuxième point, où on est aussi, et moi je le vois dans mes travaux de recherche, sur la question de singulariser. Alors, il y a beaucoup de sondages qui sortent aujourd'hui en disant que les gens veulent du voyage plus singulier, plus particulier, plus personnalisé, moins du forfait, etc. Mais la question, comment on rend ça singulier alors qu'aujourd'hui, quand même, on s'aperçoit qu'on est plutôt dans des logiques d'uniformisation des offres touristiques pour pouvoir les mettre en concurrence, même les territoires entre eux, les hébergements entre eux, les restaurants entre eux. Et du coup, moi, je me suis intéressé un peu à ce processus de qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas être singulier quand on est sur une plateforme, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas être singulier quand on se présente et qu'on est plutôt résumé à une géolocalisation, un tarif, une note et un lit. C'est ça qu'on compare dans les plateformes aujourd'hui. Et on a lancé un programme de recherche, notamment sur 18 mois, pour essayer de dénumériser le voyage. Alors, si on revient sur ces questions de l'uniformisation, et donc, il y a 4 grandes périodes un peu dans l'histoire du tourisme. La première, ça a été sur l'offre.
ça a été plutôt les années 1900 avec le fait, notamment par exemple Thomas Cook, même avant, sur les petits déjeuners où on cherche les petits déjeuners continentaux. Et maintenant, si vous voyagez dans des hôtels, vous avez sûrement un petit déjeuner qui est toujours à peu près le même, qui se répète. Mais il y a aussi dans l'alimentation le menu touristique. Et ça, voilà, aussi imposer un espèce de menu dans l'Italie. Vous retrouvez notamment à Venise, la moitié des restaurants, c'est des pizzerias, alors que ce n'est pas un territoire de pizzeria, ça oblige à importer de la nourriture, ça oblige à ne pas faire fonctionner les circuits courts. Et il y a aussi un autre endroit qui est assez uniforme, c'est la chambre. Le Touring Club, en 1900, a exposé ce qu'il a appelé la chambre hygiénique, la chambre blanche, parce que quand il voyageait, il se retrouvait des fois dans des formes différentes, d'hébergement, d'hospitalité, et il voulait avoir une grande chambre blanche, hygiénique, avec de l'eau, aujourd'hui on dirait même avec de la climatisation. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant aujourd'hui de plus en plus partout, qu'on aille dans un hôtel, dans un Airbnb, dans un bed and breakfast. On va retrouver cette grande chambre avec un lit tout seul, dépersonnalisé, une petite serviette, cette approche aussi qui n'est pas singulière et qui était même forte encore avant la crise, puisqu'il y avait un groupe qui s'appelait Oyo, qui avait une croissance très rapide et qui était en train de normaliser les hôtels indépendants en leur proposant de rentrer dans leur chambre, notamment en respectant des standards sur la chambre. Ça aussi, il faut voir que ces consommateurs de foncier, ces consommateurs d'eau, ces consommateurs d'énergie dans certains pays, d'avoir ce type d'hospitalité. Et on voit aujourd'hui que les tendances sont plutôt à essayer de personnaliser, de singulariser. Même dans les restaurants, il y a des gens qui recommencent à remettre des tables collectives, à reproposer des menus. Là, il y a, par exemple, on travaille avec l'Alliance des cuisiniers slow food qui réintroduit des graines locales, de la production locale, etc. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième standard, c'est la catégorie touriste, c'est les années 30. Il a fallu aussi, le touriste, à part le grand tour, il n'existait pas, on va dire, en tant que voyageur, catégorie spécifique. Donc, on a créé une catégorie qui est en fait quelqu'un qui se déplace pour consommer sur une durée limitée, mais ni pour travailler, ni pour être assisté, ni pour étudier. Donc, c'est vraiment une logique de consommation, c'est une consommation déplacée. Et d'ailleurs, les comptes satellites du touriste, on mesure la dépense moyenne d'un touriste. On parle de tourisme en termes de panier moyen. On attire des touristes parce qu'ils ont un panier moyen qui est élevé, pas parce qu'on a envie de les rencontrer. Donc, il y a eu cette catégorisation qu'on retrouve dans le visa. Hein. Qui a le droit de voyager? C'est quelqu'un qui a une capacité de dépenser et qui s'engage à ne pas chercher assistante. Donc, c'est un peu la deuxième normalisation. Et que nous, dans nos acteurs qu'on accueille, en fait, ils accueillent, oui, des touristes, mais ils accueillent aussi des saisonniers, ils accueillent aussi des gens qui viennent là parce qu'ils sont hospitalisés. Ils ont une diversité d'accueil qui est plus large. Après, il y a les années 50-80, là, c'est l'industrie aérienne, c'est la discrimination par les prix. Et là, on le voit bien, c'est tout le revenu management, yield management, les professionnels le connaissent bien. Et nous, en tant que consommateurs, on le connaît avec des prix qui, du jour au lendemain, du matin à l'après-midi, peuvent augmenter, diminuer. C'est cette idée de la recherche de la rentabilité la meilleure, avec des filtres, avec des logiques aussi. On va évaluer la capacité de dépenser des voyageurs pour leur proposer plutôt des offres où ils dépenseront plus que les offres peut-être qui leur correspondraient plus. Donc, cette logique du revenu management et qui est une discrimination par les prix, mais qui induit aussi une montée des tarifs dans la restauration et même dans l'hébergement, et qui fait que ça a ouvert aussi la porte derrière au low cost, au low cost, mais ça a ouvert aussi la porte, et ça a été flagrant à Venise, à Airbnb, puisque la montée des tarifs dans l'hôtellerie a fait que d'un seul coup, on a proposé, en fait, c'était le slogan du début, moins cher que l'hôtel, et avec une cuisine, donc ça vous évite aussi d'aller dans les restaurants. Et c'est aujourd'hui tous les fast-food, toute cette nourriture aussi, on va dire low cost, ça induit cette logique tarifaire. Et la dernière grande phase, on va dire, de normalisation sur laquelle en tout cas, nous, on a vu, c'est celle des plateformes, qui est assez récente, qui a une dizaine d'années, et qui est là, c'est la captation de la relation. On a de moins en moins de relations directes avec les personnes qui vont nous accueillir. On a une relation avec la plateforme. On a une relation, c'est elle qui nous profile, mais aussi c'est avec elle qu'on va faire des choix. Vous avez déjà fait, j'imagine, l'exercice de chercher un hôtel. Vous tombez d'abord sur des plateformes et pas sur l'hôtel. Hein. Vous cherchez un restaurant, c'est la même chose. Vous cherchez une activité, c'est la même chose. Et c'est avec elle, d'ailleurs, ce qu'ils appellent à la fois le brandjacking et le guestjacking, le vol à la fois des marques et le vol à la fois des clients. Ces plateformes captent ces flux-là. Et donc, du coup, on a de moins en moins de relations directes. Et on arrive même aujourd'hui à avoir des hébergements où on ne rencontre personne. Hein. La porte s'ouvre automatiquement, tout se règle via le téléphone, même l'hôtel. Et on n'a plus de relation avec les personnes qui vous accueillent. Donc ça, c'est un peu nous, en tout cas en termes, moi, de recherche. Et après, comment derrière, on peut se singulariser. Ça veut dire, si on est conscient de ça, on sait que ça a été performant. Hein, ça a été performant en termes de développement touristique, mais aussi qu'aujourd'hui, ça rencontre des limites en termes d'hospitalité, en termes d'écologie, en termes justement de singularité. Par exemple, les standards, ce n'est pas forcément des standards qui uniformisent. Et une image, par exemple, un instrument de musique, c'est standard. Mais chacun peut jouer ce qu'il veut sur un instrument de musique. Il peut se singulariser, il peut jouer collectivement à plusieurs. Et du coup, c'est comment on peut construire des standards qui permettent à chacun de se singulariser et de ne plus être en concurrence entre territoires, entre hébergeurs, entre guides, mais plutôt que quelqu'un vienne nous voir parce qu'il a envie de nous voir. Et ça veut dire être plutôt sur des logiques non calculatoires, mais narratives.
On vient, on fait partie d'une histoire, on vient d'une histoire, on s'inscrit dans une histoire, dans un territoire qui a une histoire particulière. On s'inscrit aussi dans une temporalité future, dans des engagements pour l'environnement, dans des engagements sociaux, dans des engagements pour le territoire. Donc, c'est d'arriver à raconter ces singularités. On est aussi membre de communautés. Alors, ça peut être des communautés professionnelles comme Accueil Paysan, ça peut être une communauté d'un territoire. Et ça nous singularise. On est aussi dans un paysage. Ce paysage, il est différent quand il est composé d'arbres, de certains types d'êtres, ce qu'on appelle aussi les non-humains. Et on est aussi ancré dans un territoire, dans une géologie. Ce n'est pas la même chose d'être en montagne qu'en bord de mer. Donc, ça aussi, c'est comment on monte cet ancrage dans un territoire. Et les territoires aussi sont dans ce qu'on pourrait appeler des états d'esprit. Il y a des territoires qui ont des traditions, qui ont des pratiques aussi, des types de religions, qui ont des langues, qui ont des cultures. Et donc, voilà, s'inscrire dans toutes ces dimensions, à la fois temporelles, à la fois de paysage, à la fois aussi de géologie, ça permet à un moment de singulariser et puis être dans la compétition, mais bien d'être dans une proposition singulière qui crée un désir. Et ça, cette notion de désir, elle est importante puisque je revenais sur les algorithmes, mais c'est une question qui se pose aussi aux offices du tourisme. Les algorithmes qui aujourd'hui nous permettent de nous mettre en lien en fait, entre demandeurs qui veulent voyager et offreurs sont arrivés à un niveau où ils profilent les personnes pour vous mettre la meilleure offre en face. Et ils se sont rendus compte, monsieur le maire disait qu'il y avait 40% des gens qui avaient envie de voyager, d'être plus écologique. Il y a une vraie différence entre ce qu'on like, ce qu'on déclare, ce qu'on dit qu'on veut faire de façon plus écologique et la réalité de nos pratiques. Ça veut dire qu'on veut déclarer qu'on va respecter l'environnement. Et quand on regarde les chiffres, les pratiques ne sont pas du tout là. Et ça, on peut le retrouver, par exemple, dans le tourisme social, qui est quand même, notamment, qui était quelque chose qui aide les gens à partir en vacances, qui avait une vocation de mixité sociale, etc., etc. Et aujourd'hui, il n'y a que 5% de déplacements qui se font dans ce qu'on appelle le tourisme social. 95% est un tourisme, on va dire. Donc, il y a une vraie différence. Donc, ils ont tendance, ils vont nous profiler, ils vont faire de la prédiction sur comment les gens qui ont notre profil, l'écart entre ce qu'ils déclarent et ce qu'ils achètent en réalité. Et donc, on va plutôt nous proposer des offres conformes et qui vont plutôt nous pousser dans un comportement conforme, donc, et plutôt que d'essayer de nous pousser vers des désirs, notre désir d'être plus écologique, notre désir d'aller vers de l'altérité, de rencontrer des gens. Et donc voilà, aussi réinventer les algorithmes, c'est plutôt inciter les gens à assumer ce qu'ils désirent plutôt qu'à redevenir vite conformes dans leurs pratiques. Donc là, il y a un vrai enjeu aujourd'hui à inventer peut-être de nouveaux algorithmes, de nouvelles formes aussi de promotion. Et donc, ça, c'est un peu, voilà, c'est des éléments, je vous ai dit, sur lesquels on travaille, on essaye de développer. Alors ça veut dire très concrètement des nouveaux standards, des nouvelles politiques tarifaires, inclure peut-être aussi les monnaies locales, inclure le non-marchand qui est énorme. Dans le tourisme, la majorité des gens voyagent en dehors du secteur marchand, avec de l'échange de maison, dans des résidences secondaires, chez des amis. Donc, ça veut dire aussi élargir le regard, déjà l'élargir aussi sur toutes ces formes-là, qui sont aussi d'autres facilités touristiques de voyage et de se déplacer. Et donc, après, on arrive à la troisième question, qui était la question, celle de l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un équilibre sur un territoire? C'est une vraie question, notamment en milieu urbain aujourd'hui, parce qu'il y a des tensions de plus en plus fortes entre les gens qui habitent et entre les touristes. Mais on ne dit pas, il y a aussi des tensions avec les autres voyageurs, avec des étudiants qui ne trouvent plus de lieu où se loger parce que tout est basculé sur Airbnb, avec des saisonniers qui ne se savent plus où se loger non plus alors qu'ils travaillent dans l'industrie touristique, avec des gens qui doivent venir sur des villes, faire des formations et qui n'ont pas d'hébergement. Donc, il y a des tensions, on va dire, en termes d'équilibre entre ces différentes personnes ou qui habitent ou qui sont appelées à être de passage. Et dans un dernier travail de recherche que j'étais amené à faire, on a parlé du tourisme un peu comme un pharmacon, c'est-à-dire quelque chose à la fois qui est un remède, si on pense à Venise. Ça a aidé cette ville à sortir de sa crise industrielle. C'est quelque chose qui lui a permis de développer des services publics de qualité. C'est quelque chose qui lui a permis de relancer son activité culturelle, son activité économique. Et en même temps, c'est un poison. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, c'est une vraie addiction. Elle a du mal à s'en sortir. Et donc, c'est aussi un bouc émissaire, c'est-à-dire qu'on pointe du doigt ce que je vous disais, le tourisme de masse, sans analyser aussi les raisons de la situation actuelle de la ville. Donc, il y a besoin d'avoir, lorsqu'on dit une approche pharmacologique, de le gérer de façon équilibrée, ce développement touristique, pour que ça reste vraiment une ressource et que ça ne se transforme pas en addiction ou en un poison. Et donc, cet équilibre, comment il peut se jouer? Je vais donner un exemple sur Venise. Les habitants, souvent, on essaye de nous expliquer que ça a des retombées économiques positives et que du coup, c'est pour ça qu'ils font qu'on l'accepte. C'est grâce à lui qu'on a des bons services publics, c'est grâce à lui qu'on a du travail. Et donc, du coup, on doit accepter de perdre du droit à la ville, de l'espace public, de types de commerce qui disparaissent, etc., etc. Mais je pense, là aussi, si on élargit le propos, quelqu'un qui habite sur un territoire, c'est quelqu'un aussi qui accueille, qui est amené à accueillir, que ce soit un professionnel, que ce soit un habitant, que ce soit un artisan, que ce soit un service public, on est amené à accueillir. Et je vous dis, à Venise, on est amené à accueillir, par exemple, comme habitant, si on veut accueillir des amis, je ne sais pas, pour un mariage, pour une fête de famille,
Et ben, la plupart des mariages que j'ai faits quand j'étais président de cette ville se sont faits en dehors de cette ville parce que c'est impossible vu l'offre touristique qui domine ce territoire. À Venise, il y a 73 000 lits pour les touristes, 30 000 dans le secteur hôtelier, 40 000 hors hôtelier. Il y en a 3 000 pour le reste. Ça veut dire qu'il y en a 3 000 pour accueillir tous les autres, les saisonniers, les étudiants, les amis, les gens qui vont à l'hôpital, le personnel qui est en renfort, les résidences artistiques, etc. Mais aussi, quand vous êtes professionnel et que vous voulez organiser un congrès, un séminaire, il faut aussi loger les gens et vous êtes repris dans cette logique saisonnière des tarifs. Si vous êtes, ça m'est arrivé, un club sportif et que vous voulez organiser, réinviter, rendre l'appareil à un club qui vous a invité à une compétition, ben, vous ne pouvez pas l'inviter dans votre ville. Donc là aussi, c'est que si à un moment, on se rend compte que l'hospitalité est équilibrée et qu'elle est là pour tout le monde et qu'il n'y a pas des amis qui vont vous appeler en disant « Est-ce que tu ne peux pas m'héberger parce que demain, j'ai un concours à passer, parce que demain, je dois rendre au palais de justice, parce que je dois faire un stage d'une semaine et je ne trouve pas d'endroit où être hébergé. » Donc, cette question de l'hospitalité, elle se pose au sens large. Et je pense qu'équilibrer, c'est aborder cette question en ne séparant plus la question des hospitalités. Et quand on travaille comme nous, moi, je suis amené à faire, du coup, quand on parle d'une hospitalité, de gens qui viennent pour consommer, on va discuter avec des offices du tourisme, des certes. Quand on va parler de l'hospitalité des étudiants, on va se retrouver à parler avec les Crous. Quand on va parler de l'hospitalité des saisonniers, c'est les maisons des saisonniers. Quand on va parler de l'hospitalité des réfugiés, c'est les maisons des réfugiés. Donc, on voit bien que tout ça est séparé avec des secteurs qui sont très en tension. Hein, on le sait, les étudiants, les saisonniers, etc., sont en tension. Et alors que dans la réalité, il y a de la perméabilité. Et le Covid, la situation qu'on a traversée, on fait que là, ça a été une pratique vraiment réelle. Et on l'a vu que ce soit les hôtels et les hébergements individuels ont été amenés à accueillir des gens en quarantaine, ont été amenés aussi à accueillir des nouvelles formes de déplacement liées au télétravail, ont été amenés à accueillir du personnel qui venait en renfort, aussi infirmiers sur les hôpitaux, ont été amenés plutôt à basculer sur des longues durées. Beaucoup de gens ont basculé sur un mois sur Airbnb pour n'accueillir que des gens qui travaillent. Il y a eu des accords aussi à Venise pour accueillir dans les chambres maintenant les locations courte durée à majorité des étudiants. La question, c'est est-ce que ça va être temporaire ou est-ce que ça va s'inscrire dans la durée, cette hospitalité? Parce que cette hospitalité, derrière, elle oblige à sortir des standards parce que c'est d'autres politiques tarifaires, c'est d'autres services, c'est d'autres plateformes. Là, aujourd'hui, on est quand même, je vous disais, sectorisé. On a des plateformes pour un type de voyage, on a des plateformes pour un type d'hospitalité, on a des algorithmes pour des types de calculs, des tiers de confiance par secteur. Et comment on a cette approche globale? Donc ça, c'était un peu les 3 éléments sur lesquels je voulais envoyer un peu, j'espère, des éléments qui permettent un peu d'ouvrir, en tout cas sur lesquels nous on travaille. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que des imaginaires ou du futur, c'est déjà des pratiques. C'est des pratiques qui existent bien avant la crise du Covid, c'est des pratiques, ça a été dit par Madame la directrice, qui se sont accélérées. Et du coup, c'est comment ces pratiques-là, aujourd'hui, on s'en sert, on s'appuie dessus pour construire un tourisme qui soit… conscient, on sort de la crise, j'espère qu'on sort de cette crise du tourisme, hein, de la crise qui est liée à la crise pandémique, et on rentre, les crises sont devant nous. La crise du changement climatique, il n'y a pas de vaccin, elle est devant nous. Cette question de comment on va justement, le tourisme a une lourde responsabilité dedans, donc comment il va changer aussi ses pratiques, mais il va avoir une responsabilité qui est devant lui. L'ONU annonce 250 millions de personnes qui vont se déplacer à cause du réchauffement climatique à minima, ou voulu, qui vont changer d'habitation parce que les conditions ne leur plaisent plus, ou alors contraints. Et bien, il faut alors les accueillir. Les crises socio-économiques, les acteurs du tourisme le savent. Aujourd'hui, réouvrir, c'est compliqué. Il faut aussi embaucher des gens. Il y a du personnel qui a changé. Il faut requalifier. Il y a des questions aussi de trésorerie qui vont se poser. Et puis, culturel, le tourisme, le voyage. On était déjà un peu dans des logiques de repli sur le Covid. C'est des logiques qui se sont accentuées, alors qu'on sait que le voyage, c'est quand même quelque chose sur la question de la rencontre, de l'échange culturel, de la mixité sociale, qui a toujours fait quelque chose, qui a été un acteur toujours important, et comment il continue à l'être, même au niveau d'une ville, hein, comment on peut rencontrer les quartiers entre d'un autre quartier, au niveau d'un pays, au niveau de l'Europe, au niveau international. Donc, comment on pourrait être sur toutes ces crises qui sont devant nous. Et là, il y a une responsabilité, je dirais, publique et de politique publique. Ça veut dire qu'il se pose aujourd'hui et pour avoir été sur plusieurs CRT, Office du tourisme, entre l'envie de vite remettre du 4x3 dans les métros de Paris, ou vite de le refaire au niveau des touristes qui ont du panier moyen élevé, hein, donc chinois, américains, pour vite revenir à cette forme de tourisme, on va dire vite revenir dans ce qui est conforme, dans ce qui est l'envie des gens et qui est excellent, ou est-ce qu'on va plutôt essayer de stimuler le désir, de stimuler les circuits courts, de stimuler la coopération, de stimuler la solidarité? Et oui, ça ne se fera pas tout seul. Donc ça veut dire aussi peut-être, parce qu'avant, il y avait certains CRT qui avaient 2/3 de leur budget qui était orienté à l'international. Est-ce qu'on va aussi peut-être plus l'orienter? C'est en train de se jouer vers les habitants.
Est-ce qu'autour de la table, on va commencer à accueillir les acteurs de l'hospitalité ensemble et pas réserver au tourisme un certain type d'acteurs de l'hospitalité. Et puis, à tout ce qui est social, solidarité, étudiants, formation, c'est un autre secteur, c'est plutôt, on va dire, les politiques sociales. Donc, est-ce qu'on va peut-être aussi revenir sur ce qu'était le syndicat d'initiative, où dedans les habitants étaient présents, et puis parler aussi de questions d'urbanisme. Donc, je pense que c'est toutes ces questions qui se posent. Alors là, je reviens, moi, en tant qu'entrepreneur, sur acteur économique, mais ça, c'est des choix qu'on ne pourra faire que s'ils sont aussi portés par les politiques publiques et que c'est collectivement qu'on arrivera à faire cette transition et aller plutôt vers je dirais, du désirable, de l'engagement et à essayer d'être moins conformiste. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Vanner, pour cette intervention. Brigitte, tu souhaitais… Oui, juste quelques mots. Vous avez abordé des tas de pistes, des tas d'idées. Moi, je retiens quelques éléments qui, je pense, participeront de notre débat. Beaucoup de ce que vous avez dit, mais j'en retiens notamment l'idée du standard qui permet de se singulariser, de la logique narrative et de la manière d'être ancré dans un territoire, parce que je pense que ça peut parler aussi de manière transversale à l'offre touristique. Et l'idée du tourisme aussi, enfin, la réflexion autour du tourisme remède, poison, bouc émissaire, je pense que ça fait partie aussi des éléments, je pense, dont on débattra, parce que et Olivier vient nous présenter ce que représente vraiment le tourisme dans le territoire, parce que je pense que c'est important de confronter la réalité à ce qu'on pense ou à ce qu'on croit savoir du tourisme. Et vous l'avez évoqué pour partie dans votre intervention. Et je pense que c'est bien de le revoir aussi pour Bordeaux. Moi, ça m'amuse toujours quand aux informations nationales, on commente le nombre de Chinois en France. C'est pas que ça m'intéresse, c'est pas que c'est pas intéressant. Après tout, l'ouverture au monde, moi, je trouve que c'est très important. Mais par rapport au reste de la fréquentation touristique, par exemple, la clientèle chinoise, ça reste une clientèle extrêmement minoritaire. Et pourtant, on en parle beaucoup quand on parle des clientèles étrangères. Donc, je pense que c'est bien aussi de se reposer vraiment la question de nos clientèles, des gens auxquels on s'adresse et des gens qu'on peut recevoir dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup et je passe la parole à Olivier pour ce sujet de bien cerner ce qu'est le tourisme sur notre territoire. Merci Brigitte, merci Monsieur Vanner. Donc, en effet, il nous tenait à cœur de présenter en quelques minutes, je vais partager mon écran, ce qui est le tourisme à Bordeaux. Voilà, je pense que vous voyez mon écran. On a cette chance de ne pas être arrivé dans les problématiques de Venise, en tout cas, ça on en est certain, juste avant cette crise de Covid. Et c'est ce qu'on a envie de vous partager aujourd'hui, de faire un arrêt un peu sur image sur l'année 2019, parce que voilà, 2020, on a tous vu ce qui s'est passé et ça nous semblait intéressant de voir ce qui était le tourisme en 2019 pour avoir un point de repère pour revenir à la normale et faire mieux, parce qu'on partage bien cette envie, en tout cas. C'est clé pour notre métropole de revenir à une activité économique importante sur ce secteur du tourisme, mais en faisant mieux et en prenant de ce nouveau paradigme en tête, dont on a tous en tête. Voilà. Donc, en 2019, il y a eu 4 millions de séjours réalisés donc sur la métropole de Bordeaux, avec 16,4 millions de nuitées enregistrées. Et là, tout de suite, en effet, on a cette data qui nous donne 80% des nuitées qui sont réalisées par des Français. Souvent, on est interrogé par des journalistes en nous disant oh là là, la clientèle internationale n'est pas à Bordeaux, donc vous allez perdre énormément de visiteurs. Alors certes, c'est quelque chose de très important pour certains opérateurs, mais in fine, les nuitées réalisées par la clientèle étrangère est autour des 20%. Voilà. Donc, et 25% dans les 80% des Français sont des nuitées consommées par des néo-aquitains. Donc, il y a déjà aussi cet équilibre
avec ce tourisme de proximité qui est déjà présent sur la métropole de Bordeaux, puisque quand on parle de tourisme de proximité, la cible, c'est bien les néo-aquitains. Sur la clientèle étrangère, qui certes est à 20%, mais a un panier en effet plus élevé en termes de consommation, on voit 18% d'Espagnols, 15% de Britanniques et 9% d'Allemands, et une durée moyenne de séjour de 4 jours. Les retombées économiques, elles sont à peu près analysées à 1,44 milliard d'euros, avec des dépenses moyennes par jour à 73 € pour des touristes français, 89 pour des touristes étrangers, et la fourchette est un peu plus haute pour le tourisme d'affaires, bien entendu. Invest in Bordeaux a essayé de recenser les emplois. On les estime autour de 15 000 sur la métropole de Bordeaux qui sont liés à ce secteur touristique. En 2019, il y a eu, et puis sur les années précédentes aussi, il y a un bel équilibre à Bordeaux, en tout cas sur les hébergements marchands, puisque quand je vous ai présenté les chiffres de séjour, ça incluait aussi les hébergements non marchands, qui sont assez importants, hein, puisque les séjours dans de la famille, des amis, c'est 36% de tous les séjours. Donc ça, c'est quelque chose qui est considérable. C'est à peu près le même chiffre dans toutes les villes, autour des 40%. Et ça, c'est assez important parce que c'est des publics que l'on ne capte pas forcément, enfin, en tout cas qui ne viennent pas à l'office, mais qui vont quand même dans les restaurants, qui consomment l'offre culturelle. Donc voilà, donc en tout cas, si on revient sur cette slide avec la répartition sur les hébergements marchands, il y a un bel équilibre entre la clientèle affaires et la clientèle loisirs. Alors, bien entendu, sur 2020, la clientèle affaires était plus importante proportionnellement, mais enfin, voilà, c'est quelque chose d'important à notre sens de garder cet équilibre. Pour les arrivées en voiture, alors là, il y a peu d'équilibre, c'est 50% en voiture, enfin les arrivées sur le territoire plutôt, 50% d'arrivées en voiture, 27% par le train et 18% en avion. On peut dire voilà, seulement, c'est vrai que souvent on parle de ces arrivées en avion et elles concernent 18%. C'est une destination bien entendu attractive avec un accueil de qualité. Sur les musées, en 2019, il y a eu plus d'1,5 million de visiteurs. C'est vraiment cet aspect patrimonial, culturel. C'est notre ancrage, c'est notre singularité. Je rejoins ce qui a été dit précédemment. L'ancrage sur le territoire est clé, la singularité, et je pense que le patrimoine, la culture participent grandement à cette singularité. Tout ce qu'on peut retrouver sur Bordeaux est difficile à retrouver dans d'autres villes. Donc, c'est quelque chose qui est très important, cet aspect culturel pour le tourisme. Le no-tourisme fait partie de notre identité. Une étude très intéressante de Gironde Tourisme, du CRT, du CIVB a identifié 2 millions de visiteurs qui ont pratiqué le no-tourisme en 2018, ce qui est assez important. Et donc, à l'accueil de l'Office de tourisme, nous accueillons en moyenne 800 000 visiteurs par an en période normale. La satisfaction, ça nous semble très important d'identifier ce qu'elle est réellement, parce que souvent on a des sentiments, mais c'est vrai que ces études sont toujours très intéressantes à voir et on les fait tous les 2 ans pour savoir comment évolue cette satisfaction client. Elle est plutôt bonne. On travaille avec une société qui nous permet de nous comparer à d'autres villes et surtout à une note moyenne Eurocité des autres villes européennes. Et on voit que la satisfaction générale sur Bordeaux est notée à 210, alors que la moyenne est à 203. Donc, nous sommes quand même au-dessus de cette moyenne, ce qui est plutôt positif. Les points positifs, vous le voyez, la mobilité douce. C'est vrai que le tram, le vélo est vraiment plébiscité comme des éléments qualitatifs dans ces études. L'accueil humain, on voit de notes très intéressantes sur l'information aux visiteurs, l'accueil de la population locale, hein, pas seulement des professionnels, mais vraiment l'accueil dans les magasins, l'offre culturelle,
qui est plébiscité, et des axes d'amélioration sur le rapport qualité-prix, notamment sur l'hébergement et les restaurants. Sur l'usage du fleuve, le développement sur Bordeaux a vraiment été raisonné. On ne peut absolument pas se comparer à des destinations comme Venise ou Marseille. On ne va pas donner aussi ici les chiffres des autres villes, mais vous pouvez le voir sur ces chiffres. Alors sur les balades fluviales, 123 000 passagers qui découvrent la ville pour quelques heures depuis le fleuve. Sur la croisière fluviale, 21 000 passagers. Sur les croisières maritimes, 42 000. Vous voyez bien que par rapport aux millions de séjours que l'on peut accueillir sur Bordeaux, ces chiffres sont quand même très epsilon, même si ils sont très importants pour la destination, puisque ces visiteurs restent quand même des nuitées sur Bordeaux et font vraiment participent à l'activité économique des commerces du centre-ville, notamment sur le shopping, sur les restaurants aux abords. Donc, il est très important pour nous de conserver ce flux qui est au final assez faible, mais très important pour nous. Les rencontres professionnelles, elles ont été fortement impactées, comme on le sait tous, sur cette année 2020. Mais en tout cas, en 2019, Bordeaux avait la 6e place des villes françaises. Il y a encore une grande marge de progression là-dessus pour l'accueil de ces congrès qui sont au final très bénéfiques pour une destination, qui sont de plus en plus en lien avec des associations, des acteurs locaux. Ça, un peu de monde connaît ce mécanisme, mais on ne peut pas accueillir un congrès sans avoir un ambassadeur local, sans avoir un lien avec un pôle de compétitivité au niveau local. Donc, ce ne sont pas des choses qui se passent ex nihilo, c'est vraiment des événements ancrés dans le territoire. Il y a eu 180 congrès accueillis en 2019 pour un chiffre de retombées économiques aux alentours des 88 millions d'euros. Et ce qu'il y a d'intéressant, on se rend compte sur ce secteur d'activité, c'est un chiffre de 70%. Dans 70% des cas, l'éco-responsabilité fait partie des critères de choix de la destination. Déjà, en fait, on se rend compte que ce secteur d'activité a été précurseur sur l'éco-responsabilité, puisque ça fait une dizaine d'années que les opérateurs ont commencé à se labelliser, à se certifier avec les ISO, des labels. Et pour la plupart des acteurs qui sont présents aujourd'hui sur cette conférence, la plupart des opérateurs de l'événementiel sont déjà certifiés. Et c'est vraiment notre rôle d'accompagner ceux qui ne le sont pas encore. Mais voilà, ce secteur-là est clé pour notre destination. Et dernier élément, eh bien, c'est le lien, cet équilibre. Clairement, il a été mis en avant par M. Vanner. Il nous tient tous à cœur. On ne peut pas développer une activité touristique sans prendre en compte la ville dans sa globalité. Et la perception des habitants est pour nous très importante à avoir. Ça, ce sont des chiffres qui datent d'il y a 2 ans. Et il se trouve qu'on est en train d'avoir les résultats. On n'a pas pu les avoir pour aujourd'hui, mais d'ici quelques semaines, on va avoir les résultats de cette année. Parce qu'on a vraiment pris le parti de faire cette étude tous les 2 ans, parce que ce qui sera intéressant, c'est vraiment de voir l'évolution de ces chiffres-là. Donc, sur cette étude qui a été réalisée sur plus de 5000 personnes sur toute la métropole de Bordeaux, 79% des habitants soutiennent le développement touristique de la métropole, 90% des habitants sont fiers de voir des touristes à Bordeaux et seulement 5% souhaitent stopper le développement du tourisme, estimant qu'il y a des répercussions négatives. Voilà. Donc, ces chiffres-là sont importants à partager avec tous. Et c'est pour ça que l'on a notamment des habitants qui sont présents sur cette session et on les remercie d'être ici présents. C'est important d'avoir leur avis, leur ressenti et qu'ils puissent prendre part à cette construction de la stratégie pour les années à venir. Et je laisse donc la parole, je vais arrêter le partage de mon écran. Et je laisse la parole à Julie qui va vous expliquer
comment va se dérouler cette consultation. Merci Olivier, bonjour à toutes et tous. Je vais partager mon écran à mon tour pour pouvoir reprendre la suite de la présentation. Voilà, donc je vais à mon tour vous préparer ce pourquoi on vous a convié à participer à ce forum aujourd'hui et comment va se dérouler toute cette démarche de grande consultation sur l'année, puisque c'est vraiment un projet qu'on entreprend sur le long terme. Donc, pour débuter, vous l'aurez compris, hein, l'idée, c'est vraiment de mener une réflexion ouverte, élargie, du coup, avec tout ce qu'on appelle nos parties prenantes, donc les habitants, les élus, les associations. Brigitte les a cités en introduction, les professionnels du tourisme. Vous êtes nombreux à être parmi nous aujourd'hui, et évidemment également les représentants d'institutions avec qui on travaille main dans la main sur l'activité touristique de notre destination. Cette réflexion, elle aura pour but de réfléchir ensemble sur le long terme aux enjeux de notre activité touristique et événementielle pour qu'elle soit vraiment durable sur les années à venir, d'avoir cette réflexion sur le tourisme qu'on a envie d'accueillir et les rencontres professionnelles qu'on a envie d'accueillir à Bordeaux. On va rentrer un peu plus dans le détail de la démarche, mais pour que vous le sachiez, il y aura un site internet qui permettra vraiment de la suivre, de suivre tous ces moments de réflexion qu'on a aujourd'hui ensemble et qu'on va avoir par la suite dans des groupes de travail. On y publiera également l'ensemble du contenu des études. On vous a présenté aujourd'hui quelques chiffres sur la perception des habitants ou des visiteurs, mais vous pourrez retrouver sur ce site internet les études publiées entièrement. Et il y aura également des modalités de participation en ligne sur cette démarche collective. Le forum, aujourd'hui, c'est vraiment l'événement de lancement. C'est le premier temps où on vous présente la démarche et où on aura par la suite un petit temps de réflexion en petits groupes. Je vous détaillerai ensuite comment ça va se passer, mais c'est, disons, le temps où on va réfléchir ensemble aux enjeux prioritaires d'action. Quels sont, selon vous, les problématiques, les enjeux sur lesquels on va devoir travailler? Il y aura ensuite des groupes de travail qui vont se former et qui se réuniront 2 fois dans l'année, une première fois au mois de juin et une seconde fois à l'automne, afin de, voilà, une fois qu'on aura toute cette matière grise qu'on aura, sur laquelle on aura travaillé ensemble aujourd'hui, on apportera ce contenu au groupe de travail qui vont pouvoir réfléchir à des axes stratégiques, à des actions concrètes qu'on va intégrer à notre plan d'action à partir de l'année prochaine et pour les années à venir. On a déjà défini 3 groupes de travail et je souhaite remercier aujourd'hui les coordinateurs de ces groupes qui sont parmi nous aussi et qui travaillent à l'Office de tourisme à nos côtés et qui vont permettre de coordonner l'organisation de ces groupes de travail. Pourquoi ces 3 groupes? Parce qu'en fait, à Bordeaux, on accueille 3 types de visiteurs. On accueille les touristes de loisirs, ceux qui viennent à Bordeaux en vacances, les touristes d'affaires, on en a parlé, qui viennent pour des rencontres professionnelles, et ce qu'on a l'habitude d'appeler le tourisme de proximité, qui sont globalement des habitants de Nouvelle-Aquitaine et qui viennent sur la métropole pour découvrir la destination. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de penser l'avenir autour de ces 3 segments cibles. Il y aura bien sûr des thématiques transversales. On est assez flexible. Il pourra y avoir d'autres groupes sur des thématiques transversales phares si le besoin s'en fait sentir. Ce sont ici les 3 groupes qui sont déjà établis à l'heure actuelle. Donc, le premier, accueillir et accompagner un tourisme de loisirs à impact positif qui sera coordonné à l'Office de tourisme par Sophie Gaillard, directrice de la communication et de l'onotourisme, Isabelle Laforgue, qui est responsable de la promotion, et Camille Bardinet, qui travaille également auprès d'Isabelle sur la promotion et aussi sur les visites guidées. On vous définira ensuite exactement le spectre couvert par ces groupes, mais ce sera notre premier groupe. Le deuxième est concentré du coup sur le fait d'assurer une activité événementielle responsable et de garantir l'héritage de nos rencontres professionnelles. Ce groupe sera coordonné chez nous par Amélie Deschenay, qui est la directrice du Convention Bureau, et Camille Gonzalez, qui est la coordinatrice générale des grands événements. Derrière grands événements, on entend Bordeaux Fête le Vin et Bordeaux Fête le Fleuve. Elles seront accompagnées par Elsa Bréchotte, qui est une chargée de mission corporate au Convention Bureau et que vous connaissez sans doute pour certains déjà. Le dernier groupe est celui sur le tourisme de proximité, qui sera coordonné chez nous par Caroline Guérin, qui est la responsable du service groupe et des visites guidées, et Mélanie Tameski, qui est notre responsable éditoriale. Voilà, donc je les remercie de leur engagement à nos côtés sur toute cette année et de leur mobilisation, ainsi que la vôtre, sur ce forum et ensuite sur les groupes de travail.
Le calendrier sur l'année, on y est, on commence aujourd'hui, on est au premier forum participatif sur le tourisme durable, vendredi 7 mai. À la suite, les réunions des groupes de travail, je vous en parlais à l'instant, elles auront lieu les 2, 3 et 4 juin. On verra les modalités d'inscription par la suite. À l'été, le site internet dont je vous parlais tout à l'heure sortira afin de pouvoir présenter les premières conclusions de ce forum et de la première session de groupe de travail. Une deuxième session se réunira en octobre pour des conclusions présentées en novembre au Conseil de métropole et qui intégreront ensuite le plan d'action. L'idée est qu'on annualise d'une certaine façon au moins un rendez-vous annuel pour pouvoir rendre compte de ce qu'on a pu faire par rapport à vos idées, par rapport aux actions qu'on a réfléchies ensemble et qu'on puisse poursuivre la réflexion de façon épisodique. Un petit moment sur nos engagements à tous, les nôtres du côté de l'Office de tourisme et des congrès et les vôtres si vous poursuivez votre engagement à nos côtés dans les groupes de travail. Nous nous engageons à mettre en place les actions de façon rapide si elles réfèrent au cœur de métier de l'Office de tourisme, c'est-à-dire notre action d'animer et de fédérer le réseau des professionnels, d'accueillir les visiteurs et de promouvoir la destination. Mais ça ne veut pas dire que les actions qui impliquent des partenaires ou des infrastructures ne seront pas mises en œuvre. On s'engage également à travailler dessus, mais sur un plus moyen ou long terme en fonction de l'action qui sera évoquée. On s'engage également à un vrai devoir de transparence et c'est pour ça que le site internet pourra diffuser l'ensemble de ses comptes rendus par un vrai souci de transparence pour que vous puissiez suivre l'ensemble de la réflexion et l'aboutissement ou non dans les stratégies à 5 ans de la destination. Côté participants, si vous vous inscrivez au groupe de travail, on espère bien entendu, on attend que vous puissiez être là sur les 2 rendez-vous. Et évidemment, la démarche participative pourrait être également ouverte via le site internet. Voilà pour la démarche dans les grandes lignes. Je voudrais en tout cas remercier déjà les personnes qui se sont rendues disponibles pour cette première partie. Je sais qu'elles ne seront pas toutes disponibles pour rester sur la deuxième partie. On va maintenant commencer la concertation. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont été présentes sur la première partie et qui vont à présent nous quitter. La grande majorité, je le sais, par les inscriptions, reste parmi nous et j'en suis ravie pour qu'on puisse à présent commencer la consultation collective. Et voilà, je vais vous présenter cet appel à contribution sur lequel on va vous solliciter à présent. On va vous interroger aujourd'hui autour de 6 thématiques. Alors, parmi ces thématiques, il y en a 3 qui vont normalement déjà vous paraître familières, puisque je viens de vous en parler. Ce sont 3 thématiques autour de nos publics cibles et qui sont du coup nos 3 premiers groupes de travail. Bien entendu, au sein des ateliers, toutes ces thématiques vont être définies et détaillées. Les 3 premières sont autour du tourisme de loisirs, de l'activité événementielle et du tourisme d'affaires. Et la 3e est sur le tourisme de proximité. À ces 3 thématiques, on a choisi d'ajouter 3 thématiques qui sont transversales, qui sont des sujets qui nous concernent tous, des sujets forts, des enjeux forts pour toute destination. La première est la consommation responsable et locale et la lutte contre le gaspillage. La deuxième est le fait de faire du tourisme un moteur de l'inclusion. Et le 3e est l'attention que nous devons tous aujourd'hui porter spécifiquement à la sécurité, notamment sanitaire, des publics. Alors, comment ça va se dérouler? Donc, vous le savez, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on identifie ces enjeux prioritaires d'action pour amorcer le travail des ateliers par la suite. Donc, quel tourisme on souhaite accueillir demain pour notre destination et quels sont ces enjeux, quelles sont les questions sur lesquelles il va falloir qu'on se concentre pour arriver à ce tourisme qu'on a envie de voir sur notre destination. Vous allez donc être divisés en 3 groupes de travail. Vous allez donc répartis automatiquement dans des salles virtuelles. Vous aurez juste à accepter le fait de rejoindre votre salle. Ça va être automatique. Et à la suite de la concertation, vous retournerez en salle plénière également automatiquement.
on va organiser 6 petites sessions de réflexion. Et cela va se faire à l'écrit, par le chat. Alors, ça peut surprendre pour une concertation qu'on ne vous interroge pas à l'oral, mais qu'on vous interroge par l'écrit. Cela s'explique parce que déjà, nous sommes ravis de vous voir aussi nombreux parmi nous, mais qu'en un si peu de temps, pouvoir laisser une parole égalitaire à tout le monde aurait été compliqué à l'oral. Donc, on va vous interroger par le chat, ce qui permettra aussi peut-être à des personnes qui osent moins prendre la parole de pouvoir tout autant s'exprimer. L'idée étant que vous postiez un message sur le chat comme vous posteriez un post-it sur un mur, un message sur le chat équivaudrait à une idée et nous allons voir cela après en détail. Donc, chaque petite session aura un moment de définition de la thématique pour que vous puissiez vraiment en comprendre l'envergure. Et ensuite, vous pourrez écrire assez librement des idées, des solutions ou des propositions sur le chat. Donc, l'idée, bien entendu, c'est que toutes les idées sont évidemment bonnes à prendre. Osez expérimenter, ne vous restreignez pas dans les idées que vous aimeriez apporter sur le chat. Il n'y a pas de mauvaises idées. L'idée, c'est aujourd'hui vraiment qu'on puisse étudier toutes les possibilités. N'hésitez pas à associer ou à rebondir sur des idées qu'auraient mentionnées d'autres membres de votre groupe de travail. Les co-animateurs qui seront dans les groupes, eux, seront chargés vraiment de sauvegarder tout ce contenu-là, puis d'en faire une synthèse que vous recevrez à la suite du forum et qui déterminera vraiment les enjeux prioritaires, qui sera du coup utilisé dans les prochains groupes de travail. Vous allez maintenant bientôt être répartis en 3 groupes. Le premier groupe sera animé par Benjamin de l'Open Tourisme Lab avec l'aide d'Eva. Le deuxième groupe sera animé par Caroline de l'Open Tourisme Lab, accompagnée d'Alice, et je serai dans la 3e salle aux côtés de Lucas. Vous allez donc maintenant être répartis automatiquement et on se retrouve tout à l'heure tous ensemble en plénière. Je vous remercie. Rebonjour à tous. J'espère que ces ateliers se sont bien déroulés. Très participatif, très encourageant, beaucoup d'idées. Vraiment, c'est ce qu'on disait en conclusion de l'atelier dans lequel moi j'étais. Malgré le format qui n'est pas facile, hein, parce que c'est un format à distance où il faut écrire, etc. Il y a eu beaucoup d'idées, beaucoup d'échanges et vraiment, c'était très intéressant. En effet, je partage grandement cela. C'est vrai que c'est un exercice tout nouveau pour nous tous et un peu perturbant parce que d'échange oral, ça nous pousse un peu dans nos retranchements. Mais au final, vu la matière qui est ressortie, vraiment merci et bravo à vous tous et à vous toutes. Vraiment des idées très intéressantes. Brigitte, tu veux peut-être qu'on partage quelques grandes lignes sur ces idées? Alors, ce serait possible de le faire, mais je pense qu'on aura un temps pour le faire. Ouais, juste après. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses. Par exemple, bon, moi, j'en retiens une parce que c'était une question qu'on m'avait déjà posée avant cette rencontre. Mais par exemple, la question de l'approvisionnement des hôteliers en produits locaux pour leur petit déjeuner et de faciliter cet approvisionnement avec soit une centrale d'achat, enfin voilà, des modalités qui permettent d'avoir un approvisionnement de proximité. Moi, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. On a parlé aussi de tout ce qui est… bon, c'est par ça qu'on a terminé, la question de la sécurité, mais il y a eu des échanges très intéressants aussi sur le rôle de la lumière, le rôle de l'accès à l'information. Qu'est-ce que j'ai noté aussi d'intéressant? Des idées comme découvrir la ville par les marchés, dans les formes de tourisme de proximité. On a aussi beaucoup discuté de comment associer les habitants, même comment faire découvrir la vie à la française aux étrangers, qui sont très gourmands aussi de savoir comment les Français vivent. Enfin voilà, il y a eu beaucoup d'idées très riches. Oui, tout à fait. Moi, de mon côté aussi, sur des idées intéressantes sur le lien entre les professionnels et les initiatives citoyennes. C'est vrai qu'on parle souvent du lien entre les habitants et les visiteurs qu'on a tous en tête, mais c'est vrai que les professionnels du tourisme aussi, ça serait une idée à dérouler, ce lien entre les professionnels et les citoyens. Alors certains les ont dans leurs activités, d'autres pas du tout. Donc ça permettrait de mettre du lien.
Sur l'aspect événementiel, introduire la richesse de la destination dans les événements. C'est beaucoup revenu. Mettre plus de liens entre la culture et les événements d'entreprise, entre les locaux et les congressistes. Ça, c'était assez intéressant sur la proximité, se déplacer, l'enjeu de la mobilité sur la proximité, clairement, voire même réfléchir au niveau régional, départemental, parce qu'on ne peut pas seulement réfléchir au tourisme de proximité qu'au niveau de la métropole, parce que quand on dit que notre cible, c'est la région, eh bien, il y a certainement des questions à se poser sur les transports. On a des exemples dans d'autres régions avec des avantages. La région Nouvelle-Aquitaine fait des choses aussi dans ce sens-là, peut-être le faire mieux connaître. Et de manière générale, on a eu pas mal de retours sur le recensement de l'offre. Ouais. C'est vrai que sur tout ce qui est production, enfin, le circuit court et tout cela, on manque de communication, de plateformes qui recensent un peu toutes ces offres. Et puis, il y avait une question qui m'a fait sourire, où il y a une personne qui disait « Toutes les destinations travaillent sur ce thème de tourisme durable, comment se différencier ?» Et je pense qu'aujourd'hui, on a apporté une première réponse à cela, parce que vraiment, ce qui est ressorti de ces échanges est, à mon avis, assez impressionnant. Et donc, maintenant, il faut tirer le fil dans les ateliers, en tout cas, pour pouvoir faire de Bordeaux la différence sur cette thématique, en tout cas. Ce que je trouve aussi enthousiasmant, c'est l'intérêt, parce que on ne sait jamais aussi comment les participants peuvent réagir, mais l'intérêt de tous sur les sujets qu'on a abordés. Et ça, c'était aussi très intéressant de voir que ce soit côté professionnel, que ce soit côté élu, que voilà, tout le monde s'est intéressé au sujet et tout le monde semble vraiment penser qu'on a intérêt à poursuivre dans cette direction, et ça me semble important. Peut-être qu'Olivier, on pourrait passer la parole au président de la métropole. Alors, je voudrais d'abord excuser son absence, j'allais dire, physique directe au sens présente du terme, parce qu'il ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais il nous a enregistré un message parce que vous savez ou vous ne savez pas d'ailleurs, mais le tourisme est une compétence métropolitaine, donc c'était important. L'Office de tourisme est un office de tourisme des congrès de Bordeaux Métropole, donc il était important aussi pour le président de la métropole d'être parmi nous aujourd'hui. Donc je ne sais pas qui maîtrise la technique pour nous proposer maintenant ces quelques mots de conclusion qu'il a préparés pour nous. Bonjour. D'abord, je voudrais vous remercier de votre présence et puis, évidemment avoir beaucoup de remerciements et de félicitations pour Brigitte Bloch, qui est une personne incontournable en matière de tourisme. Elle est vice-présidente de la métropole sur ce sujet et sur beaucoup d'autres. Elle est également présidente de l'Office de tourisme. Elle travaille remarquablement pour toute notre métropole. Je remercie évidemment toute l'équipe également de l'Office du tourisme et en particulier M. Ocelli. Je voudrais vous dire que pour nous, le tourisme, c'est une activité majeure. C'est une activité d'abord en chiffres, c'est majeur. C'est 1,5 milliard de chiffre d'affaires, donc on voit toute l'importance. C'est majeur parce que c'est de nombreux emplois et en plus des emplois qui sont délocalisables. Donc vraiment, on a une volonté très forte d'accompagner le tourisme sur la métropole. On sait que vous êtes une des filières les plus frappées, évidemment, par les conséquences de la pandémie, les conséquences économiques de la pandémie. On essaie de vous soutenir. On a mis en place avec Brigitte Bloch un plan de soutien à vos activités, à vos entreprises en novembre dernier. Je crois que ça marche plutôt bien. J'espère qu'on a été à la hauteur de vos attentes. En tout cas, on souhaite vraiment être avec vous. Mais il faut dépasser toujours la crise. La crise, c'est aujourd'hui. Elle peut faire beaucoup de dégâts. Nous savons aussi qu'elle prendra fin. Donc il faut qu'on prévoie demain une vision du tourisme très dynamique et un accompagnement très fort. On essaie de le faire. Je crois qu'on a des atouts pour le faire. D'abord parce que Bordeaux est une marque mondialement connue. On le sait, c'est à peu près dans n'importe quel endroit du monde où nous rendons. Eh bien, on va nous parler de Bordeaux. Bordeaux est connu grâce évidemment à ses vins et donc c'est pour nous un atout tout à fait considérable. Bordeaux est une marque, mais Bordeaux aussi est un patrimoine considérable, historique. Il suffit de se promener dans les rues de Bordeaux ou dans d'autres rues
des villes de la métropole pour constater l'enchantement que peut nous procurer ces promenades. Bordeaux, c'est un patrimoine aussi naturel. On a la chance ici d'avoir évidemment la campagne toute proche, d'avoir la mer non éloignée, même la montagne qui n'est pas si loin. Donc c'est une équation touristique qui est tout à fait majeure. On a un fleuve qui est tout à fait remarquable et qu'on peut emprunter, qui permet de visiter les deux rives de la métropole. Donc vraiment, on sait qu'on a un produit de qualité, et le produit de qualité, il prendra évidemment toute sa force, toute sa vérité que grâce à vous. Donc à la fin de ce forum, qui j'espère a été très, très enrichissant, je voudrais vous dire que nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous, mais nous vous comptons sur vous pour valoriser tous ces atouts de Bordeaux et de sa métropole. Merci à vous. Voilà, bah, écoutez, vous aurez noté juste une petite erreur, il voulait dire des emplois non délocalisables. Bon, ça, vous l'avez bien vu, mais c'était le message que le président souhaitait nous faire passer, et je le remercie pour son soutien, parce que c'est vrai qu'on a besoin de cet accompagnement pour arriver à mettre en place tout ce qu'on souhaite. Donc maintenant, c'est le temps pour nos animateurs de nous faire un petit retour. Alors, c'est un travail compliqué, parce que, comme on l'a vu, pour avoir participé aux ateliers, ils ont été très riches. Donc, comme ils ont été très riches, la synthèse, c'est très difficile. Mais avec Olivier, on a fait un peu cet exercice pour essayer de vous dire ce qu'on avait retenu comme ça là, à vif. Donc, on passe la parole maintenant aux animateurs des ateliers pour qu'ils nous fassent de leur côté aussi un petit retour. On commence par Julie, allez-y. Ah, on ne vous entend pas, Julie. On ne vous entend pas. Petit souci de micro. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ah, parfait. Il fallait bien que le souci de micro arrive à un moment. Mais je vais finalement être un peu redondante avec vous, Olivier, parce que finalement, il y a un mot que j'ai surligné sur tous les groupes et sur toutes les interventions qui ont été très nombreuses. Et encore une fois, je remercie les participants du groupe 3 qui ont vraiment apporté énormément de contributions. Et finalement, ce mot que j'ai retrouvé d'une façon ou d'une autre dans beaucoup de remarques, c'était le lien. Le lien. Donc, comment est-ce qu'on travaille notamment, et il y a eu beaucoup de remarques avec les territoires ruraux, autour de parcours, autour de l'offre, autour de la rencontre, comment on crée ces liens-là avec les habitants dans les événements professionnels et dans les rencontres professionnelles ou les événements culturels et sportifs. Le lien également évidemment avec les associations pour créer de nouveaux parcours, notamment encore une fois sur les événements professionnels, mais aussi sur la gestion des déchets. Il y a eu beaucoup de sujets, nous, notamment sur les événements professionnels, sur la gestion des déchets, le travail avec les associations qui sont déjà actives sur ces domaines-là, ou encore une fois les associations qui sont actives dans l'inclusion. Donc finalement, comment est-ce qu'on crée tous ces liens-là et comment est-ce que nous, en tant qu'office de tourisme, eh bien, on va aider pour créer ces liens, créer ces ponts sur des parcours de formation avec les élèves, les étudiants. Il y a eu beaucoup de remarques, nous aussi, autour des élèves et des étudiants. Comment est-ce qu'on va créer aussi ces plateformes pour le sourcing des produits, pour trouver des produits locaux pour les restaurateurs, les hôteliers. Nous aussi, Brigitte, on l'a eu notamment dans notre groupe. Donc, comment est-ce qu'en tant qu'office de tourisme, on peut travailler sur ces missions finalement de communication et de créer du lien. Et puis, je voudrais le signaler parce que finalement, je n'y attendais pas et je trouve que c'est un très beau mot de la fin sur notre tout dernier groupe, sur notre toute dernière thématique, pardon, sur la sécurité. Finalement, le principal enjeu pour les membres de mon groupe, ça a été le discours positif, le discours avec de l'humour, avec de l'humain. Et je trouvais que c'était un très beau mot de la fin, en tout cas, sur nos échanges. Merci beaucoup, Julie. Caroline? Oui, alors moi, j'ai eu de la chance et j'ai été épaulée par Brigitte qui a rebondi quand j'avais des petites incertitudes sur les enjeux bordelais, que je connais, mais bien moins que Brigitte, donc je la remercie évidemment. Je vais éviter de rappeler ce qui a été dit parce que voilà, en tout cas, c'est très positif de voir que les gens ont joué le jeu. Donc, ça annonce des ateliers en présentiel plus que positif. Il y a déjà cassé cette barrière du post-it virtuel via le chat et que ça permet déjà de recenser énormément d'idées. Je vais les synthétiser très rapidement. Alors déjà, il y a évidemment
les filières, en tout cas les thématiques de séjour qui ont pu être rappelées, le fluvial, le no-tourisme, les questions de mobilité, de randonnée qui sont évidemment très importantes, mais l'intérêt aussi de valoriser ce que moi j'appelle le hors des sentiers battus. Voilà, il y a des richesses au cœur de la métropole, mais pas uniquement. Il y a beaucoup d'autres richesses en zone industrielle, la nature ordinaire. Alors, on n'est pas sur une nature exotique, mais la nature ordinaire, elle est très importante aussi à l'échelle de la métropole, et beaucoup d'initiatives sont mises en place à l'échelle de la métropole. Donc, de les valoriser, de valoriser aussi dans le hors des sentiers battus les petits événements. On parle des gros événements et on a hâte de fêter le 20, mais il y a aussi des petits événements associatifs qui tendent aussi à être connus ou reconnus. Donc, ce qui fait écho avec l'accès de l'information, mais que Julie a déjà pu évoquer, comment on s'adapte à des attentes clientèle, étrangères, public empêché, conscience environnementale, sans cloisonner, on va dire, ces publics, que ça fasse vraiment partie intégrante de la communication touristique, mais comment on facilite cet accès à l'information, comment on le recense dans les bases de données, dans des supports dédiés ou pas, beaucoup de positifs. Comment aussi valoriser les 4 saisons, alors voilà, dans le tourisme diffus, dans l'événementiel, dans la saisonnalité des produits aussi, de valoriser les 4 saisons, et la valorisation de l'exemplarité et des politiques en matière de développement durable. On a cité l'étiquetage environnemental présent dans le secteur hôtelier, un travail qui est réalisé aussi avec Gironde Tourisme qui va dans ce sens. Donner l'exemple, rassurer, donner l'exemple et faire boule de neige, en fait. Si mon voisin hôtelier ou mon copain hôtelier met en place tel dispositif, c'est accessible. Comment je peux m'inspirer de tout ça pour le faire, pour l'intégrer en fait dans mon quotidien professionnel. Donc ça sous-entend évidemment un accompagnement vers la montée en compétences, la professionnalisation, la formation des professionnels ou des futurs professionnels. On a aussi évoqué les jeunes. Comment valoriser encore plus cette fierté locale post-pandémie. On a envie d'être fiers d'être bordelais. Comment valoriser le travail qui peut être réalisé avec les associations locales, et comment le faire avec le traduire dans des équipements. Équipements, ça peut être aussi bien la mise en place de commandes groupées pour acheter local, d'avoir un package du petit déjeuner zéro déchet local pour le secteur hôtelier, de faciliter en fait le passage à l'action des professionnels, de faciliter l'accès à l'information pour les clientèles touristiques, de valoriser l'accessibilité au plus grand nombre et la gestion environnementale. Et un mot de fin, de vivre ensemble, en fait. Cette conciliation des usages à l'échelle de la métropole, elle devient belle quand on parle du vivre ensemble des touristes, des habitants, des touristes habituels, mais des nouveaux touristes qu'on va avoir aussi sur nos territoires, les habitants, les professionnels, et comment orchestrer un petit peu, mettre en musique tout ça. Ça va être le rôle des ateliers par la suite, qui est déjà quand même bien commencé avec ce forum et avec le travail de l'Office de tourisme et de la métropole. Donc voilà, vivre ensemble avec une ambition forte de la métropole, ambition forte mais qui est assez accessible. Donc je m'arrêterai là-dessus sur une note positive. Merci beaucoup Caroline. Je laisse la parole à Benjamin pour le 3e groupe. Oui, alors moi déjà je remercie toute la participation. Il y a 3 groupes, donc on va récupérer cette matière. On a un nombre, on va avoir beaucoup de choses. Pour moi, la créativité, elle est là. Déjà, elle est importante. C'est que ce volume, c'est ce qui fait cette créativité et ce regroupement. Je me mets dans déjà, j'anticipe un peu comme avec ma posture de designer, en tout cas, de ce qui a été dit. Moi, ce que je vois, ce qui va être structurant, parce que tout ça, il va falloir lui donner une forme, c'est qu'il y a tout un travail peut-être d'état des lieux, parce qu'il y a déjà énormément de choses qui existent. Il y a dans tous les domaines, à chaque fois, on l'a cité, mais il y a tel exemple, il y a telle chose, il y a déjà énormément des initiatives qui sont faites, qui sont réalisées, et ce, dans tous les domaines. Donc, il va falloir les connaître. Il y a une forme d'état des lieux. Le deuxième point qui me semble, et qui est à chaque fois transversal, c'est la mise en relation entre les acteurs. Ça peut être la mise en relation entre les habitants, mais
Ça veut dire aussi, à un moment donné, que pour aller plus loin, dans cette mise en relation, il va falloir casser certains silos, et parfois des silos administratifs ou organisationnels, en tout cas, de favoriser cette transversalité qui aujourd'hui n'existe peut-être pas. Et il y a tout un travail de maillage et en fait de créer de la dentelle au niveau du territoire. Ce que j'appelle de la dentelle, c'est qu'il va falloir relier les choses entre elles, qu'on soit dans le tourisme, qu'on soit un professionnel, ou dans l'urbanisme aussi à un moment donné, dans les dispositifs. C'est un peu, vous allez avoir la main sur ce dernier kilomètre, ces derniers kilomètres, les autres sont captés par les plateformes, et l'identité, le bien-être, vos valeurs et vos dispositifs, c'est sur le terrain qu'il faut les créer. Il y a un retour au terrain hyper fort, quoi. Sortir du bureau. Merci. Ouais, c'est ce que je retiens en me projetant à partir des idées qu'il y a eu pour les mettre après concrètement en place, quoi. Donc, il va falloir transformer ça en mode projet et ça va être passionnant. Merci beaucoup, Benjamin, pour ces retours. Merci à vous trois. Je laisse la parole à Julie qui va vous expliquer très rapidement ce qui va se passer par la suite avec ces ateliers à venir. Oui, je vais juste repartager sur une dernière slide mon écran pour que vous puissiez voir les prochaines étapes que voici. Donc, vous allez être sollicité pour vous inscrire sur les groupes de travail, donc sur le tourisme de loisirs, le tourisme d'affaires et l'événementiel et le tourisme de proximité. Les réunions auront lieu les 2, 3 et 4 juin, une demi-journée en matinée par groupe. Alors, on n'a pas encore défini quel jour serait pour quel groupe, mais vous pouvez d'ores et déjà nous écrire pour nous dire le groupe ou les groupes qui vous intéresseraient. Vous pouvez écrire à Marie-Alix Dagry et son adresse mail est écrite ici, ma.dagry@bordeaux-tourisme.com. Vous recevrez bien sûr par mail un détail de la répartition de ces groupes de travail en fonction des jours et quelque chose de plus abouti. Mais vous pouvez d'ores et déjà nous écrire pour vous inscrire. Un compte-rendu également vous sera envoyé qui synthétisera notamment les contenus des groupes de travail pour définir les enjeux prioritaires sur lesquels on va se concentrer par la suite. Et comme on vous l'a dit un peu plus tôt, une deuxième session d'atelier sera prévue à la rentrée 2021 et on vous tiendra au courant pour les dates le plus tôt possible. Merci. Merci beaucoup, Julie. Brigitte, je te laisse le mot de la fin. Oui, d'abord, je pensais en regardant la dernière slide de Julie qu'elle a enlevée, donc vous ne la voyez plus, mais la photo qui était sur cette slide, on pourrait se croire au Canada. Eh bien, on n'est pas au Canada, c'est dans la métropole. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Voilà, alors je voudrais à nouveau remercier, alors bien sûr, l'équipe de l'Open Tourism Lab avec laquelle on a travaillé pour cette matinée, les collaborateurs de l'Office de tourisme et de la mission de tourisme de la métropole à 2 titres. D'abord parce que bien sûr, ils sont là pour organiser le travail, mais aussi parce qu'ils ont contribué au débat. J'ai trouvé ça très intéressant parce que tout le monde s'est senti libre de s'exprimer et ça, je pense que ça vient aussi de la bonne qualité du travail à l'Office de tourisme et j'en félicite son directeur général, Olivier Uccelli. Je voudrais aussi vous remercier tous parce que, en fin de compte, on a vraiment envie de faire cette démarche avec vous parce que c'est, je crois, comme ça qu'on arrivera à adopter un projet et avoir une vision qui nous permettra d'avancer ensemble. Je suis sûre que avec ce travail, on construit ensemble une nouvelle étape du tourisme à Bordeaux qui est une ville d'une grande attractivité, une métropole absolument chaleureuse où beaucoup de choses se passent et qu'ensemble, on va être capable de le faire partager encore mieux à tous les visiteurs qui viendront nous voir. Et je pense qu'on a abordé beaucoup de pistes et je serais ravie de poursuivre cette réflexion avec vous dans les prochaines semaines, comme l'a présenté Julie. Je rajouterais peut-être qu'on vous tiendra au courant, parce que ce sera après
notre première série d'ateliers sur la mise en ligne du site internet, parce que je crois qu'il y aura aussi beaucoup d'informations sur ce site. Alors, beaucoup de choses à lire pour ceux qui auraient envie, parce que je pense que des fois, c'était amusant aussi de se dire qu'il y avait beaucoup de choses, plusieurs personnes l'ont dit, mais beaucoup de choses qui existent qu'on ne sait pas. Donc, on pourra retrouver beaucoup d'informations sur le site, sur les études qui existent, sur voilà, les dispositifs, les réflexions. Mais ce sera aussi un endroit où on pourra participer. Donc, si vous avez des contributions, si vous avez lu des choses que vous avez envie de partager avec nous, vous aurez aussi la possibilité de les partager. Bien sûr, vous retrouverez aussi l'ensemble de nos travaux. Et donc, ça permettra aussi de continuer, j'allais dire, de manière permanente cette réflexion partagée et de ne pas la limiter seulement au temps de rencontres qui seront très importants. Et je rappelle l'objectif à la fin, ça sera bien sûr d'adopter, enfin de finaliser une vision partagée, un plan d'action que nous pourrons aussi présenter à la métropole. Merci encore à tous, très bonne journée et à très vite.